et à tous. Donc merci, d'avoir pris le temps aujourd'hui de vous connecter, hein, pour ce webinaire dédié au bilan pédagogique et financier, donc le BPF. Comme vous le savez, la campagne de télédéclaration approche, donc elle se déroule du 1er avril au 31 mai. Et donc l'objectif de ce webinaire, c'est de vous aider donc à aborder cette campagne sereinement, à la fois en vous apportant des clés de lecture pour le formulaire, mais également des points de vigilance, des points d'attention pour le remplissage des cadres et des données du formulaire. Donc ce webinaire est co-organisé donc par la DRETS, Nouvelle-Aquitaine, et par Cap Métiers. Donc ce webinaire, il s'inscrit donc dans le cadre de Parcours Pro. Donc Parcours Pro, c'est un programme de professionnalisation donc à destination des organismes de formation, des acteurs de la formation, pour les accompagner donc, dans l'évolution des pratiques professionnelles, mais également dans l'évolution de la réglementation. Donc je me présente, donc je suis Aurélie Guilloux, donc je suis chargée de mission chez Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. Je suis également donc en compagnie de mes collègues, donc Karine Castagnier et Yves Mesplet. Bonjour. Et Bonjour. donc et donc aujourd'hui, nous avons, le plaisir d'accueillir 3 interlocuteurs, de la DREPS Nouvelle-Aquitaine, à qui d'ailleurs je vais laisser le soin de se présenter. Laure, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à tous. Alors, déjà, merci Aurélie pour cette introduction et le cadrage de la réunion. Donc, nous sommes effectivement 3 agents du service régional de contrôle. Donc, c'est le service de l'État qui est en charge du suivi et du contrôle des organismes de formation. C'est auprès de nous que vous avez déposé votre déclaration d'activité. C'est également auprès de nous que vous déposerez prochainement votre BPF. Donc, je remercie Cap Métier de nous donner l'occasion d'organiser cette réunion d'information et de nous approcher de nos usagers, puisque tout service de contrôle que nous sommes, il est important pour nous de pouvoir vous donner des explications et des informations en amont. Comme il vous l'a été dit, le but est de vous présenter la finalité de l'exercice, le cadre légal, et ensuite de le démystifier, puisque nous sommes conscients que c'est un exercice qui peut être stressant ou qui peut poser des questions et soulever certaines inquiétudes. Donc l'idée de cette information en amont, c'est de vous donner des clés pour le comprendre et le réaliser euh, correctement, c'est-à-dire comme l'attend l'État, et puis et sans stress, puisqu'il n'y a pas lieu. Hein. Donc, comme dans beaucoup de choses, tout bon BPF, c'est un BPF qui a été, tout réside dans l'anticipation et la préparation. C'est ce à quoi nous allons vous aider. Chaque année, c'est plus de 10 000 BPF qui sont déposés, donc l'exercice est tout à fait faisable et réalisable. Donc, on va peut-être quand même décliner nos noms, puisque nous sommes 3 agents du SRC. Je commence par Madame Fabienne Leguerne, que vous ne voyez pas à l'écran, mais va être très présente puisqu'elle va répondre au fur et à Bonjour. mesure aux questions que vous poserez dans l'espace Q et R, questions et réponses que vous voyez dans le bandeau. Monsieur Jean-Marc de Sable, à côté de moi, qui est inspecteur du travail et agent de contrôle. Et je me présente donc Laure Medjani, je suis la responsable du service régional de contrôle. Très bien, merci pour ces présentations. Est-ce que vous pouvez lancer le diaporama pour vous expliquer comment va se dérouler ce webinaire? Alors, je partage. Je vous demanderai juste, Aurélie, si vous pouvez me confirmer que c'est visible. Oui, c'est bon, très bien. Donc on voit la première slide. Est-ce que vous pouvez avancer sur la deuxième? C'est parfait. Alors comment va se dérouler ce webinaire? Donc il va se dérouler en 2 temps. Donc le premier temps sera consacré, comme le disait Laure, au cadre juridique de cette obligation déclarative, avec un petit focus sur l'exercice comptable et notamment répondre à la question: est-ce que vous êtes concerné? Est-ce que vous êtes assujetti ou non, à ce BPF cette année? À la fin de cette présentation, donc, il y aura un temps de questions-réponses. Alors, comme le disait tout à l'heure Laure, tout au long du webinaire, donc, vous pouvez poser vos questions. Il est préférable de répondre, de poser vos questions dans l'onglet questions-réponses. Il y a un autre onglet conversation, mais la question-réponse, c'est beaucoup mieux voilà, pour pouvoir y répondre. Merci également de poser vos questions de façon précise et claire pour que Fabienne Leguerne puisse y répondre le mieux possible.
Et de notre côté, avec Karine, lors de ces temps de questions-réponses, on remontera quelques questions qui sont les plus posées lors du webinaire pour pouvoir y répondre à l'oral avec nos interlocuteurs. Ensuite, il y aura un deuxième temps qui sera consacré au décryptage du CERFA. Donc, c'est vraiment une lecture guidée, pas à pas, donc avec Jean-Marc, sur les cadres du CERFA et sur les bonnes pratiques de remplissage. Avec un petit zoom sur la sous-traitance, hein, on verra ça. Vous avez été nombreux, d'ailleurs, je vous remercie d'avoir répondu aux questions pour le formulaire d'inscription et d'avoir remonté cette thématique, hein, de la sous-traitance dans ce formulaire. Et là aussi également, il y aura un temps de questions-réponses à l'oral. En fonction du temps, on verra comment se déroule le webinaire. Petite précision très importante, ce webinaire n'a pas été prévu pour répondre aux situations individuelles, pour répondre aux cas individuels. Je vous présenterai en fin de webinaire les contacts et les ressources utiles justement pour répondre à vos questions, pour répondre à vos cas spécifiques. Bien évidemment, nous vous transmettrons à la fin du webinaire ce support de présentation. D'ailleurs, il y a pas mal de ressources et les contacts avec les liens directement pour aller les consulter. Et nous vous enverrons aussi dans la semaine le replay de ce webinaire qui sera également consultable sur notre chaîne YouTube Cap Métier. Voilà pour toutes les informations. Bah, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Laure pour démarrer cette première partie. Très bien, merci Aurélie. Alors, avant même de parler de l'exercice que vous allez, sur lequel vous allez vous pencher dans les semaines qui viennent, vous poser un peu le cadre. Alors, le bilan pédagogique et financier qu'on va appeler BPF tout au long de la réunion pour simplifier. Concrètement, pour ceux qui n'ont jamais été amenés à le réaliser, c'est un formulaire standard, c'est un CERFA officiel qui se présente sous forme d'un recto verso, donc un document plutôt court. Et le fait que ce soit un CERFA unique et standardisé signifie que c'est le même pour tous les organismes de formation, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur activité, quel que soit le mode d'organisation. C'est le même document et donc pensé pour tout le monde. C'est un premier point. Alors, pourquoi cette obligation a été posée par les textes? Au moins dans trois buts. Le premier, c'est que ça permet à l'État de collecter régulièrement des données fines sur le marché de la formation professionnelle. Qui sont les organismes de formation? Où sont-ils? Quels types de formations sont dispensées? Sous quelles modalités? Ce sont des données qui sont essentielles pour la préparation et la conception des politiques publiques. Et comme vous le savez, la formation professionnelle, c'est un enjeu très fort pour l'État. La deuxième finalité est plus technique, mais elle est tout aussi importante, c'est que ça permet aux services de contrôle de tenir à jour la liste des organismes de formation actifs. Nous avons cette obligation de rendre accessible en open data l'intégralité des organismes de formation qui sont en activité sur le territoire. Donc, nous le faisons au fur et à mesure des enregistrements, mais la campagne BPF permet de faire un traitement en masse, un rafraîchissement annuel de cette liste. Et puis, si on focalise un petit peu plus sur le service de contrôle, le BPF, c'est le premier niveau de contrôle, le premier document dont nous nous servons si nous déclenchons un contrôle de votre organisme, ce qui me permet d'insister à ce stade sur le fait que ce document doit être rempli de façon sincère. Ce n'est pas à l'écran, mais parce que ce n'est pas un des objectifs officiels du BPF, mais vous verrez que c'est un document transversal dans lequel vous allez croiser des données comptables, des données relatives à votre organisation, à votre organisation pédagogique. Et je pense qu'au-delà de ces intérêts collectifs et administratifs, il y a aussi un intérêt individuel pour chaque entreprise à se pencher sérieusement sur l'exercice, que toutes ces données que vous allez collecter, rassembler et mettre en forme vont vous donner un aperçu très utile, me semble-t-il, ou en tout cas un retour d'expérience très utile sur votre activité de l'année passée. Et vous permettre, et particulièrement si vous êtes en démarrage de votre activité, de bien suivre vos ressources, vos dépenses, voir si vous ne dépendez pas d'un seul type de donneur d'ordre, d'un seul type de client. Je pense que ça peut être un outil de pilotage intéressant pour vous. Et en tout cas, l'occasion peut-être de réinterroger votre organisation si ces données vous donnent des informations qui vous laissent entendre qu'il faudrait le faire. Mais ce n'est pas le sujet de ce webinaire, bien entendu.
Alors, que je vous ai convaincu ou non de l'utilité collective ou individuelle du document, ça reste une obligation. Donc, vous êtes tenu de le faire. J'insiste à ce stade pour vous dire que c'est une obligation administrative et non fiscale. Hein, donc, c'est bien un document qui est régi par le Code du travail et en aucun cas par le Code général des impôts. Il peut y avoir des confusions et ça peut créer parfois une source d'inquiétude qui n'a pas lieu. C'est une obligation qui est régie par le Code du travail et qui va s'appliquer à tous les organismes de formation actifs qui peuvent justifier d'avoir clôturé un exercice comptable entier avant le 30 avril 2026. J'insiste pas trop sur cette notion-là, parce qu'on va y revenir en détail. L'objet de mon propos pour l'instant, c'est de dire que c'est tous les organismes de formation, y compris s'ils n'interviennent qu'en sous-traitance d'un autre organisme, y compris si la formation n'est pas leur activité principale, et y compris s'il n'y a pas eu de formation sur l'année passée. Dans ce cas-là, le document sera rempli à zéro, néant, mais il doit quand même être déposé. Vous avez à l'écran l'article qui pose l'obligation. Vous voyez bien que c'est un article qui est dans le Code du travail. Je ne reviens pas sur l'obligation. J'ai simplement fait apparaître en gras le fait que le BPF n'est assorti au moment du dépôt d'aucun document. Vous déposez le CERFA et il n'y a pas de pièces complémentaires à déposer. Néanmoins, sur demande des inspections compétentes, c'est-à-dire concrètement du service régional de contrôle qui est devant vous, vous pouvez être amené à devoir produire vos documents comptables, donc en l'espèce votre bilan et le compte de résultat. Donc gardez-les sous le coude, gardez-les prêts dans l'hypothèse où nous en ferions la demande. Alors, comme toute obligation, le non-respect est assorti de conséquences de droit. Donc je vais vous les détailler un petit peu. Je pense que vous les connaissez, mais peut-être que la dimension complète ne l'est pas, puisque chaque année, on a des organismes qui ne l'ont pas mesuré. Si le BPF n'est pas transmis, c'est-à-dire que vous ne le communiquez pas à l'administration, ça va conditionner le maintien de votre numéro d'activité et donc votre capacité à exercer légalement. Le défaut de transmission du BPF entraîne ce qu'on appelle la caducité du numéro. En droit, la caducité, c'est une mesure de police administrative. C'est-à-dire que l'administration va constater qu'une obligation n'est pas remplie, elle va en tirer des conséquences immédiates sans avoir en fait ni à en justifier, ni à rendre une décision individuelle. Votre numéro va tomber. C'est pour ça qu'on parle de caducité. C'est comme un arbre caduc qui perd ses feuilles. Ben là, votre organisme perdra son numéro. C'est un peu du jour au lendemain, puisque c'est prononcé en masse également. Donc, la perte de ce numéro a des conséquences un peu en cascade pour l'exercice, puisque c'est la condition pour exercer légalement. Donc, ça veut dire que vous serez d'emblée supprimé de la liste publique des organismes de formation. Votre entreprise n'y apparaîtra plus. Votre certification Calliope deviendra sans objet, puisque vous perdrez la reconnaissance d'organismes de formation. Donc, la certification Calliope qui est associée perdra également sera désactivée. Donc, comme c'est une certification que vous avez payée, pensez également à cet aspect des choses. Si vous aviez sollicité une exonération de TVA rattachée à votre activité de formation, elle sera, elle aussi, sans objet. Elle sera plus applicable. Et vous ne pourrez plus bénéficier des fonds publics ou mutualisés, puisque la détention d'un numéro d'activité est la condition sine qua non pour pouvoir accéder à ces fonds. S'y ajoute une possibilité, tout ce que je viens de vous dire, ce sont des conséquences automatiques qui sont liées à la caducité. S'y ajoute pour nous la possibilité de sanctionner pénalement le défaut de dépôt. C'est une possibilité, nous ne le faisons pas systématiquement, mais ça reste une possibilité qui est effectivement mise en œuvre. Donc, dans l'hypothèse où votre numéro serait caduc pour défaut de transmission, le seul moyen pour vous de continuer à exercer une activité de formation professionnelle, c'est de redéposer auprès de nous un dossier de déclaration d'activité. Et il sera instruit dans les conditions de droit commun, et vous n'aurez aucun droit acquis parce que vous aviez un numéro à en avoir un nouveau. Votre nouvelle demande fera l'objet d'un réexamen complet. Donc, en termes de chiffres, nous avons environ entre 2500 et 2800 organismes dont le numéro d'activité est retiré
pour défaut de transmission de BPF chaque année. Dans l'hypothèse où vous déposez votre BPF, mais qu'il n'indique aucune activité de formation, c'est ce qu'on appelle un BPF néant, ça peut arriver. Vous pouvez, durant un exercice comptable, ne pas avoir d'activité formation pour des raisons diverses dont vous n'avez pas à justifier. Vous avez été malade, vous avez mis votre entreprise en sommeil pour certaines raisons, vous n'avez pas été client, ou vous comptiez sur un client qui finalement a reporté la formation. Les raisons sont multiples et ça ne nous concerne pas. En tout cas, si vous déposez un BPF à néant, votre numéro sera également déclaré caduc. Donc avec les mêmes conséquences que celles que je décrivais précédemment. La caducité entraîne la perte de l'exonération TVA, la perte de la certification Calliope. La seule conséquence qu'il n'y a pas, ce sera une sanction pénale, puisque là, vous n'avez commis aucun manquement. Vous avez bel et bien déposé votre BPF. C'est simplement que vous n'avez pas eu d'activité. Pourquoi cela? C'est que la liste des organismes de formation décrit un marché actif et on considère qu'un organisme qui n'a pas eu d'activité pendant 1 an n'a pas le dynamisme nécessaire pour rester sur la liste. Pour autant, le service régional de contrôle ne traite pas ces situations comme la situation d'un organisme qui ne dépose pas, parce qu'on n'est quand même pas dans les mêmes circonstances. Donc, je vais prendre un exemple pour expliquer ce qui suit. Vous n'avez pas eu d'activité du tout en 2025. Ça peut arriver. Mais en 2026, vous savez que vous allez reprendre votre activité. Vous avez un client, vous avez signé un contrat, vous avez candidaté et été retenu sur un marché public. Dans cette hypothèse-là, on peut vous éviter la caducité en maintenant votre numéro. Alors même que les conditions légales pour la caducité sont réunies, mais on peut faire un traitement personnalisé et vous éviter de perdre ce numéro parce que si vous avez une activité qui reprend, ce n'est pas le moment pour vous de perdre la capacité à agir. Si vous êtes dans cette situation, vous nous saisissez. Vous aurez le mail à saisir, le mail pour nous saisir à la fin de ce webinaire. Vous nous donnez les informations nécessaires, vous nous donnez vos clients, votre convention, et après examen, si les circonstances l'imposent, nous réactiverons votre numéro pour vous éviter cette perte préjudiciable. Si vous avez des questions là-dessus, on pourra y répondre dans la phase de questions-réponses qui arrive sous peu. Je passe la main à mon collègue pour pouvoir faire un petit zoom sur l'exercice comptable qui va conditionner votre assujettissement ou non. Alors, l'exercice comptable, c'est une notion que tout employeur devrait bien connaître, ou tout organisme de formation. On se rend compte qu'effectivement, ce n'est pas toujours connu sur des petites structures qui démarrent leur activité. Donc, pour rappel, un exercice comptable est la période durant laquelle l'ensemble des faits économiques d'une entreprise est enregistré. C'est un enregistrement qui est donc chronologique, qui doit être fait. Donc, vous enregistrez les produits reçus, les charges supportées, les mouvements financiers qui interviennent dans la vie de votre structure, les impôts, les taxes. Tout ça ressort d'obligations légales, alors qu'ils sont dans le code du commerce, où vous avez obligation d'avoir une comptabilité, y compris pour les entreprises individuelles. C'est de nouveau rappelé dans un article réglementaire du Code du travail qui dit que les établissements, les OF, établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes définis au Code de commerce, donc en lien avec l'article précité. Donc en matière de formation professionnelle, la tenue est encadrée par des obligations spécifiques, la tenue des comptes. Vous avez notamment et principalement un arrêté de 1995 qui fixe les obligations et les sous-comptes qui doivent être tenus pour cette comptabilité spécifique. Donc le plan comptable doit être adapté. C'est une obligation qui ressort pour tout organisme de formation s'il a plusieurs activités de formation professionnelle et autres activités. Et pour les organismes qui n'ont qu'une activité,
c'est limité à un seuil, donc c'est à partir de 15 244 € que cette obligation entre en compte. Vous devez donc avoir une comptabilité distincte si vous avez plusieurs activités. Vous n'avez qu'une comptabilité, mais vous devez avoir des comptes spécifiques et qui nous permettent, en cas de contrôle, d'identifier les produits et les charges qui sont liés à l'activité de formation. Pour les organismes qui ont une activité dans le cadre de l'apprentissage, vous devez avoir une comptabilité analytique. C'est une obligation complémentaire. Et pour les gros organismes de formation, vous devez avoir, enfin gros, on peut être vite gros. Vous devez avoir un commissariat aux comptes qui est mis en place. Je dis vite gros parce que il y a des seuils donc au-delà desquels ce commissariat doit être mis en place, des seuils de nombre de salariés, de bilan comptable, mais également de chiffre d'affaires. Et le seuil du chiffre d'affaires intervient très vite puisqu'il est à 150 000 €, mais c'est toute activité confondue. Voilà, et pas uniquement sur l'activité de formation professionnelle. Donc un organisme qui a une activité assez importante peut vite franchir ce seuil de 150 000 €. Donc, concernant les dates, l'exercice comptable, les dates que vous choisissez ou qui apparaissent sur votre compte sur l'applicatif MAF sont celles que vous avez mises lorsque vous êtes déclaré. Donc, entre le moment de la déclaration et le moment de l'élaboration du bilan pédagogique et financier, il peut y avoir des écarts qui soient intervenus. Donc, nous vous invitons à vérifier la cohérence de ces dates et à nous saisir s'il y a besoin de les modifier. Nous aurons la main pour modifier ces dates. Donc, vous utilisez le mail institutionnel du service pour nous questionner et faire en sorte que ces modifications soient apportées. Un exercice comptable dure généralement 12 mois, mais pour la première année, cette durée peut être plus courte que 12 mois. Elle peut être plus longue dans la limite de 24 mois. Voilà, le temps d'asseoir votre activité comptable. Alors, le slide suivant, vous avez des exemples D'accord. Vous avez des exemples de vie d'un exercice comptable et cela par rapport à l'obligation de déposer le bilan pédagogique et financier. Donc, sur le principe, le BPF retrace l'activité réalisée dans le domaine de la formation professionnelle, uniquement celui de la formation professionnelle, au titre du dernier exercice comptable clos à la date du 30 avril de l'année en cours. Il est assis donc sur une obligation légale, et l'obligation légale, c'est de déposer le bilan avant le 30 avril. Le ministère accorde des délais, mais légalement, c'est le 30 avril. Donc, vous allez vous poser la question à chaque fois, c'est quel était le dernier exercice comptable clos avant cette date du 30 avril? Donc, vous avez différents exemples avec l'assujettissement ou non. Donc, sur le premier, vous avez la date du 30 avril 2026, un exercice comptable qui était sur une année civile. Vous indiquerez les données relatives à cet exercice comptable et vous êtes assujetti à l'obligation de déposer le bilan pédagogique et financier. Je précise. Deuxième cas, vous n'êtes pas sur l'année civile, vous débordez un petit peu. Votre exercice comptable est clos au mois de février. Vous êtes assujetti et vous remplissez donc les données relatives à ce bilan. Un autre exemple. Votre exercice comptable, vous avez été déclaré en 2025. Votre exercice comptable déborde la date du 30 avril 2026. Donc, vous n'avez pas d'exercice comptable clos avant cette date. Vous n'êtes pas assujetti. L'année prochaine, vous déposerez le bilan pédagogique et financier
pour le dernier exercice comptable clos. Donc, il y aura un décalage puisque les données rentrées iront de juin 2025 au 31 mai 2026, alors que vous serez en train de déposer un bilan pédagogique et financier bien, avant le 30 avril 2027. Donc, il peut y avoir ce décalage assez important. Voilà, c'est un exercice assez simple, mais c'est bien d'avoir un petit schéma, effectivement. Nous allons Très bien. passer Alors, oui, au petit temps de merci beaucoup. questions-réponses. Alors, un petit temps de questions-réponses. Alors, il y a eu un petit problème avec l'onglet questions-réponses. Je ne sais pas si vous avez pu poser ces questions dans cet onglet-là. Apparemment, il n'est pas disponible pour certains. Peut-être une histoire de mise à jour de Teams. Sinon, quelqu'un a pu poser une question dans la conversation. Je vous la relis. Ma déclaration d'activité a été validée en février 2026. Dois-je faire un BPF en 2026 pour l'exercice 2025? En 2026, pour l'exercice 2025. La date d'exercice comptable, elle sera close à quelle date? Ça, Alors, c'est la date d'immatriculation en 2026. Alors, ma déclaration d'activité, oui, tout dépend, en effet. Alors, si la personne peut préciser, ma déclaration d'activité a été validée en février 2026. Dois-je faire un BPF en 2026 pour l'exercice 2025? Mais normalement, ça nous pose question, puisque si elle a été validée en 2026, ça va dépendre effectivement de la date d'exercice comptable et de la première action, quand est-ce qu'elle a été réalisée. Alors Là, là, si les données ne sont pas suffisantes, pour ouais, pouvoir répondre. tout à fait. Est-ce que la première action a eu lieu en 2025? Est-ce que l'exercice comptable est assis sur l'année civile ou sur une autre période? Donc, répondre à cette question, il nous faut d'autres paramètres. D'autres éléments, très bien. D'autres éléments, oui. Alors là, justement, la personne répond au 31 décembre 2025 pour mon premier exercice et la première action a été réalisée en 2025. Donc, premier exercice comptable clos au 31 décembre 2025. Voilà. Une activité en 2025, elle est en capacité et elle est assujettie à déposer un bilan pédagogique et financier, oui. Avec En toutes 2026. ces informations-là, oui. Oui. Très bien. Je vais remonter aussi quelques autres questions qu'on avait eues lors de l'enregistrement les questions qui ont été posées quand les personnes se sont enregistrées pour ce webinaire. Par exemple, alors excusez-moi. Justement, nous avons reçu un mail annonçant des modifications pour le BPF 2026. Qu'en est-il sur ces nouveautés? Alors, il y a eu des scoops, mais qui ne se sont pas révélés fiables. Donc, il n'y a pas de modification sur le bilan pédagogique et financier actuellement. Alors, bien. ce mail, ce serait intéressant pour nous de savoir quelle en est l'origine, parce qu'il avait été en projet de simplifier encore un peu plus le CERFA, puisque ça fait plusieurs années qu'il est régulièrement simplifié, mais ce ne sera pas pour la campagne de cette année. Ce sera pour la campagne de l'année prochaine. Le CERFA de cette année est à l'identique de celui de l'année dernière. Les seules informations qui sont validées et confirmées, c'est que la date de la campagne est reportée au 31 mai au lieu du 30 avril. Très bien. On avait aussi une question, on a eu pas mal de questions, notamment sur l'accès à la plateforme MAF. Mon code d'activation pour accéder à mon espace personnel MAF a expiré. Que faire? On y reviendra peut-être un tout petit peu plus tard, parce qu'on va aborder ce point dans la partie qui suit. D'accord, très bien. Je peux déjà dire qu'il y a une assistance technique qui est en place et qui peut être saisie pour que vous puissiez qu'un code actif vous soit communiqué. Alors là, on a une question un petit peu plus détaillée. Je ne sais pas si on a en tant que chambre d'agriculture et OF, nous sommes assujettis à la TVA, mais exonérés. Donc on rentre dans quel cas?
Bon, là, on est vraiment sur des cas spécifiques, des cas individuels. Mm. Est-ce que comme je vous le disais, en fin de webinaire, je vous présenterai justement nos ressources utiles et nos contacts utiles pour pouvoir y répondre. Là, on est plutôt sur des questions généralistes, hein, on ne peut pas répondre aux situations individuelles. En tout cas, le webinaire n'est pas prévu pour ça. Je ne sais pas, Laure ou Jean-Marc, si vous avez des précisions à apporter. Il me semble que c'est une question qui, si la question telle que je la comprends porte sur le régime fiscal, dans tous les cas, c'est auprès du SIE, du service d'impôt des entreprises, qu'il faut se renseigner. Nous ne pouvons pas répondre aux questions de nature fiscale. Nous intervenons pour attester à un moment pour un prestataire qui souhaiterait être exonéré de TVA, mais c'est son choix. Nous intervenons pour attester qu'il est déclaré à jour de ses bilans pédagogiques et financiers. Notre domaine d'intervention se limite à ça. Donc, sur l'opportunité d'être exonéré de TVA ou les règles d'assujettissement, ce sont bien les services fiscaux qui sont à la manœuvre puisque c'est une mesure fiscale. Très bien. Et là, encore vous confirmez que le dépôt sera bien le 31 mai 2026? La date limite de dépôt, ce sera vraiment le dernier jour à partir duquel le portail sera fermé. Donc oui, la campagne, les dates officielles de la campagne, les dates légales de la campagne, c'est du 1er au 30 avril. Le ministère peut choisir d'ouvrir le portail un peu avant et en opportunité de reporter la date, de la repousser à fin mai, ce qui se pratique depuis plusieurs années, qui laisse le temps aux organismes de formation dont l'exercice comptable se clôt le 30 avril, c'est-à-dire dans la période, de réaliser leurs documents et de le déposer dans les temps. Donc oui, je vous le confirme. Après, je ne vous incite pas à le déposer au dernier moment, non, parce que le portail peut être saturé et en cas de difficulté pour vous, vous allez être un peu sous pression. Mais je vous le confirme, c'est d'ailleurs une information qui a été officialisée dans MAF il y a quelques jours. Très bien. Là, on a une question. Alors, ça concerne la désignation d'un commissaire aux comptes. Pareil, oui. on est un petit peu hors cadre. Bonjour, mon chiffre d'affaires est de 1 million d'euros et la part de CA de notre OF est de 100K. Doit-on passer par un commissaire aux comptes? Alors, il faut remplir les deux conditions sur les trois que j'ai citées. Donc, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est toute activité confondue, donc là, le critère est rempli. Pour ce qui est du bilan, le seuil est à 230 000 euros. Donc, si c'est le total du bilan, c'est l'actif net. Et le nombre de salariés, je ne me souviens plus exactement. Je crois que c'est 3 salariés. Donc voilà, si le franchissement de 2 de ces 3 seuils, 2 années consécutives est constaté, il y a obligation de commissariat aux comptes. Voilà. Très bien. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne sur la deuxième partie, hein, qui sera plus conséquente. Donc, Oui. je vous laisse la main, Jean-Marc, sur la suite. Et on reprendra s'il y a d'autres questions, hein, tout au long. On reprendra aussi, il y aura encore un temps de questions-réponses dédié après cette deuxième partie. À tout à l'heure. Très bien. Donc, nous poursuivons. Donc là, on a parlé du cadre légal et un peu plus, pas conceptuel, mais enfin du cadre légal et l'obligation en général. On va se pencher maintenant d'un peu plus près sur l'exercice. Donc, si vous êtes assujetti, c'est-à-dire si vous avez déclaré dans MAF, avoir un exercice comptable dont la date de clôture se situe avant le 30 avril 2026, nous vous conseillons les quelques travaux préparatoires et puis on va vous décrire un peu la procédure en pratique. Donc, sans attendre l'ouverture de la campagne, nous vous conseillons de réunir les informations qui vont être nécessaires pour remplir le CERFA. On y revient de façon un peu plus précise dans la diapo suivante. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un document transversal qui va vous faire croiser toute une série d'informations. Donc la comptabilité sera un document incontournable, mais ce ne sera pas le seul document dont vous aurez besoin. Vérifiez la validité de votre code responsable des accès. C'est pour ça que la question que nous avons reçue tout à l'heure est très pertinente, puisqu'effectivement,
vous allez avoir besoin de ce code pour entrer sur la plateforme MAF. Vous n'y allez pas forcément régulièrement. Donc, je vous invite, moi, à vous y connecter dès à présent pour voir un peu si votre code est toujours valide. Pour quelles raisons? Pendant très longtemps, le code que nous vous donnions au moment de l'enregistrement de la déclaration d'activité restait valable sans limite de temps. Pour des raisons de sécurité informatique et de respect du règlement général sur la protection des données, le RGPD, cette politique a changé et depuis avril 2025, le code doit être renouvelé tous les 30 jours. Donc, c'est un renouvellement fréquent, ce qui suppose que vous puissiez vous connecter à MAF régulièrement pour l'actualiser. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas allés sur MAF régulièrement, ce qui est compréhensible, puisque MAF n'est pas un outil quotidien pour vous, il est possible que votre code responsable des accès soit obsolète. Donc, vous pouvez, dans ce cas-là, saisir l'assistance technique du ministère de l'Emploi. L'adresse mail sera en fin de diaporama. Vous créez une demande en ligne et ils vous communiqueront un nouveau code d'accès qui vous permettra de faire votre BPF. Donc, nous, on vous invite à vérifier assez tôt ce point-là pour ne pas vous retrouver face à cette difficulté au moment où vous serez prêt à saisir vos données. Tout ce qui peut être réglé avant, en fait, faites-le. C'est toujours un moyen d'arriver quand même plus tranquillement sur l'exercice. Et vous saurez si vous êtes concerné par le BPF 2025 par un mail que vous recevrez dans la balle que vous avez indiquée dans MAF, la boîte aux lettres, pardon, indiquée dans MAF. Ce mail ne vient pas du service régional de contrôle, c'est un mail qui est initié par le ministère chargé de la formation professionnelle. C'est un routage national, donc nous n'en maîtrisons pas le contenu ni le calendrier. Nous ne savons même pas s'il a déjà été envoyé, mais vraisemblablement, s'il ne l'a pas encore été, vous le recevrez dans les prochains jours, puisqu'il y a un mail qui va vous informer des dates d'ouverture de la campagne, et vous aurez un mail un petit peu plus détaillé qui vous donne les modalités et le calendrier. Donc, je vous confirme de nouveau que le calendrier a été étendu au 31 mai 2026 pour cette année. Et la précaution que nous vous donnons, c'est que comme ce mail est attendu quand même courant mars, vérifiez vos spams. Chaque année, on a des organismes qui ne déposent pas parce qu'ils ne pensaient pas être concernés par la campagne et ils ne pensaient pas l'être parce que le mail de l'administration avait été routé vers les spams. Donc, vérifiez vos indésirables, c'est quand même une précaution utile à prendre. Et en pratique, quand vous aurez rassemblé les informations, vérifié votre code d'accès, et que votre assujettissement sera certain, eh bien vous vous connecterez à l'application MAF. Vous pourrez accéder à votre espace avec le couple identifiant mot de passe de façon tout à fait classique. Le CERFA est un document dématérialisé, donc vous pourrez saisir vos données, les enregistrer, y revenir, les compléter un peu plus tard. J'en profite pour vous rappeler que même si les données sont à zéro, il faut les saisir, puisque l'obligation de dépôt s'impose également aux entreprises et aux organismes qui n'ont pas eu d'activité. Et vous validerez votre saisie, votre copie, avant le 31 mai 2026. Une fois validé, ça équivaut à une signature électronique, le document apparaît chez nous et il devient opposable. Vous ne pourrez plus le modifier, sauf à nous saisir. Si vous avez oublié une donnée, si vous avez rajouté un zéro ou mal comptabilisé quelque chose, vous pouvez encore nous saisir. À ce moment-là, c'est nous qui ferons la modification. Vous n'aurez plus la main. Petit constat dont nous nous excusons par avance si ça se reproduit cette année. L'année dernière, des organismes de formation nous ont indiqué avoir saisi leur BPF, validé, et de leur côté, tout apparaissait à zéro. C'est-à-dire toute leur saisie avait été écrasée. Donc, ils nous sollicitaient pour savoir si nous, on avait bien reçu, et on l'avait bien reçu. Donc, si ça se reproduit cette année, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas vous inquiéter tout de suite. Alors, c'est facile à dire, mais puisqu'on vous prévient en avance, je pense que vous pouvez vous dire que c'est potentiellement normal. Vous reconnectez à MAF le lendemain, et normalement, après rafraîchissement de la base, les données seront apparentes également pour vous. Donc, c'est un incident technique que les SRC ont remonté à l'équipe informatique nationale. On espère qu'il ne se reproduira pas cette année. Mais si tel était le cas, ne vous inquiétez pas trop pour ça. Si vous avez saisi et validé, il n'y a pas de raison que vos données n'aient pas été conservées, n'aient pas été sauvegardées.
Au besoin, vous trouverez dans MAF un guide de saisie qui a été actualisé en janvier 2026, donc avec un peu plus d'explications, avec un peu plus de fenêtres explicatives, si vous avez besoin de vous reporter à un mode opératoire, un peu un pas à pas qui soit tout frais, puisque, encore une fois, il a été établi pour les besoins de cette campagne. Alors, les pièces qui peuvent être utiles à préparer. Je vous dis en amont, commencez à rassembler les pièces qui vous seront utiles pour remplir ce document qui est un peu unique en son genre. Alors nous sommes le service régional de contrôle, nous ne sommes pas à votre place, nous n'avons jamais rempli de BPF nous-mêmes. Donc on va vous donner des conseils qui sont à notre idée, voilà ce dont vous avez besoin. Si vous avez dans l'espace questions-réponses des trucs et astuces ou simplement des expériences à partager entre vous, vous pouvez éventuellement nous faire part de choses que vous avez mises en place. À minima, le socle qu'il vous faut, c'est pour nous télécharger le CERFA vierge, imprimez-le ou machinez-le, ça vous servira de brouillon, parce que c'est quand même bien d'avoir un premier document sur lequel vous pouvez travailler à blanc, ainsi que la notice. La notice est très conséquente, très détaillée. Elle est normalement très aidante. Et récupérez votre comptabilité. Si votre exercice comptable est clos, normalement, vous avez une comptabilité finalisée sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Ces 3 éléments-là nous paraissent incontournables. Et ensuite, et là, ça va dépendre vraiment de comment vous avez travaillé dans l'année, vous allez devoir rassembler des éléments concernant vos produits, c'est-à-dire qui veut payer, qui sont vos clients. Donc, vous avez pu avoir des clients avec qui vous avez conclu des conventions, avec lesquels vous avez conclu des contrats de prestation de sous-traitance. Vous allez donc savoir qui vous paye en fait. Il faut rassembler toutes les pièces, les factures que vous avez émises envers vos financeurs. Rassembler également des éléments concernant vos dépenses, ça, ce sont vos achats. Donc, il y a toutes les factures de matériel, d'essence, de déplacement que vous avez pu aussi acquitter. Pensez aussi à tout ce qui n'est pas facturé, mais qui sont quand même des dépenses, les abonnements. Bon, là, c'est souvent dématérialisé. Le bail, si vous louez des locaux, et les contrats de sous-traitance. Donc, vous avez vous-même acheté une prestation à un organisme extérieur. Tout ça va pouvoir justifier des dépenses. Et pour la partie bilan pédagogique, puisque ce n'est pas qu'un bilan financier, c'est aussi un bilan pédagogique, rassembler des informations sur vos sessions de formation, qui sont vos stagiaires, quel type de formation ont-ils suivi et pour préparer quel diplôme ou titre ou certification ou quel parcours ont-ils suivi et qui sont vos formateurs. Est-ce que vous avez formé en propre? Est-ce que vous avez sous-traité? Est-ce que vous avez été formateur vous-même dans un autre organisme? Tout ça doit vous amener en fait à bien... Faites un peu des tas, sériez vos différentes ressources, dépenses et actions. Ça va vous aider à remplir le bilan. Et si vous avez bien pris connaissance du CERFA avant, en fait, ça vous aidera déjà, ça guidera déjà la manière dont vous pouvez organiser vos pièces. Et puis, si vous avez mis en place un autre outil, un outil de gestion ou de suivi en propre à votre main, mobilisez-le à ce moment-là. Il va vous être très utile. Plus vous aurez rassemblé et anticipé ces éléments, plus le passage à l'acte sera facile. Dernier petit point avant de laisser la parole à mon collègue pour le décryptage du CERFA. Vous le savez peut-être, toute modification d'un élément important de la déclaration d'activité doit être signalée au SRC dans les 30 jours. Je vous le disais, nous sommes garants de la fiabilité de la liste des organismes de formation actifs et des informations qui sont reliées à ces organismes. Vous pouvez, une entreprise vit, donc elle peut déménager, elle peut changer de dirigeant, elle peut changer de statut, elle peut déménager, changer de région, elle peut être en cessation d'activité. C'est la vie d'une entreprise qui est tout à fait normale, mais chacun de ces éléments doit nous être signalé. Et ça doit l'être, d'autant plus qu'il y a des sanctions pénales qui assortissent le défaut de déclaration rectificative. Pendant que vous êtes à faire votre BPF et à intervenir dans MAF, vérifiez votre profil. Et s'il y a lieu d'actualiser des données, profitez-en pour le faire.
Si vous le faites à cette occasion, ben, on ne vous mettra évidemment pas de sanction pénale, puisque vous serez en train de le faire, peut-être pas spontanément, mais vous le ferez. Et ce sera l'occasion aussi pour vous soit de mettre à jour votre profil vous-même, et certains changements devront passer par nous. Donc, vous nous envoyez un petit mail où vous nous dites que vous avez déménagé, que votre entreprise a cessé son activité, et ça, on l'enregistrera pour vous parce que vous n'aurez pas la main là-dessus. Et je me permets de revenir un peu en arrière, ça ne se fait pas, c'est pas pédagogique du tout. Je pense que vous êtes bien placé pour me le dire. Mais quand je vous ai indiqué ici que après saisie, vous validez vos données, il y a une précaution que je ne vous ai pas indiquée, mais je pense que mon collègue y reviendra, vérifier la cohérence de vos données. Si vous avez un chiffre d'affaires très élevé et très peu d'actions de formation, il y a probablement une incohérence quelque part, soit dans le chiffre d'affaires, soit dans le nombre d'heures. Donc, vérifiez bien la cohérence avant de valider. Excusez-moi pour ce détour effectivement antipédagogique, mais je pense que vous ne m'en voudrez pas. Je passe à la partie en dur. Allez. Donc là, on va vous présenter le CERFA ligne à ligne. Donc le CERFA qui sera votre brouillon pour élaborer et saisir les données après dans MAF. Mais effectivement, c'est un bon outil. Donc ce document est constitué de 8 parties. On va parler de cadre, mais quelques principes préalables à vous rappeler. Donc comme les comptes annuels, le BPF télédéclaré doit être régulier, sincère et donner une image fidèle de votre activité en matière de formation professionnelle. J'insiste sur la sincérité. Les rubriques qu'on va développer doivent être remplies et toutes remplies en fonction de l'activité que vous réalisez. On verra que si vous êtes uniquement sous-traitant, au niveau du bilan pédagogique, c'est très simplifié. Pour autant, il faudra remplir le petit cadre qui vous est demandé. Les produits que vous indiquez, je parle de produits, ne doivent pas être minorés. Vous devez indiquer tous les produits reçus au titre de la formation professionnelle. Et vous ne devez pas indiquer de produits qui ne relèveraient pas de ce champ. Le principe est comme c'est élaboré sur le bilan pédagogique et financier, normalement, au niveau des produits, il n'y a pas à y avoir de grosses incidences. Concernant les charges, ça peut être un petit peu plus compliqué. On verra ça. Donc les charges, elles, ne concernent que celles supportées au titre de la formation professionnelle. Si vous avez plusieurs activités, vous n'indiquez que celles de la forme pro. On voit effectivement des fois des produits qui ne sont pas du tout cohérents par rapport aux charges qui sont indiquées, avec des montants de charges qui sont très très élevés et des produits très peu élevés. C'est donc l'exercice d'isolement en termes de charges de l'activité de formation professionnelle n'a pas été fait. Pour certaines charges un petit peu, plus compliquées à identifier, je parle notamment de fluide, d'électricité, de charges de chauffage, des choses comme ça qui pourraient intervenir. Vous pouvez élaborer des clés de répartition. Il faut qu'elles soient cohérentes, ces clés de répartition. Et là, on est au-delà du bilan pédagogique. Donc, le contrôle mesure des écarts. C'est notre travail premier. On mesure des écarts. Donc, en cas de contrôle, si on voit des écarts importants entre ce qui a été déclaré au bilan pédagogique et financier et ce qu'on retrouve en comptabilité, on part sur des bases qui ne sont pas forcément très saines. C'est le slide suivant. Donc voilà le premier cadre, qui est un cadre d'identification, qui met à jour les données d'établissement notamment. Il se peut que vous ayez déménagé, donc si vous n'avez pas informé le service de contrôle comme ça vous est demandé, le BPF peut être l'occasion d'apporter ces modifications. Vous avez donc un premier cadre avec le numéro SIRET. Le code APE ou le code NAF
le code APE de la nomenclature d'activité française, c'est l'INSEE qui est à la manœuvre là-dessus, donc on ne peut pas vous répondre. On a quelques questions des fois, mais c'est votre déclaration. Vous avez là aussi de nouveau la possibilité de vous faire connaître sur la liste publique, donc vous cochez les cases. Et puis vous avez les dates d'exercice comptable, donc là aussi, comme on en a parlé au début, vous pouvez modifier enfin, demander à ce que ces dates d'exercice comptable soient modifiées par le service. Et on vous demande également de nous indiquer si les actions de formation que vous avez réalisées ont été réalisées tout ou partie en e-learning. Voilà. Le cadre suivant, enfin les cadres suivants concernent le bilan financier. On va voir apparaître les produits et puis les charges. Donc la question que vous devez vous poser, Laure vous en a parlé tout à l'heure, c'est qui me paie? Voilà, c'est vraiment la question à chaque fois que vous devez vous poser. Qui m'a payé ou qui me paie? Si ce sont des fonds publics ou mutualisés, vous vous poserez la seconde question qui est pour quel public ou quel dispositif? Donc, est-ce que c'est une entreprise qui vous a payé directement? Vous avez conclu avec elle, c'est elle qui prend en charge ses coûts de formation, vous remplissez la ligne 1. Si vous avez des fonds mutualisés ou des fonds d'État ou de collectivités territoriales, vous indiquerez donc ces dépenses en fonction des lignes. Vous opérez à chaque fois la question « qui me paye ?» et vous avez la réponse. Donc sur le bilan pédagogique et financier, on a cette première ligne qui concerne les entreprises. Après, vous avez un gros bloc qui concerne les fonds mutualisés, donc l'apprentissage, les contrats de professionnalisation, vous déroulez. Vous avez ensuite des fonds qui sont uniquement des fonds publics mais non mutualisés, hein, donc qui dépendent d'administration ou de collectivités. Vous avez ensuite une ligne qui concerne les produits que vous avez reçus de prestataires donneurs d'ordre. On vous a demandé de réaliser des prestations pour un autre organisme de formation. Donc ce sera la ligne 9. Je suis désolé, j'approche parce que c'est écrit tout petit. Et puis, vous avez... On ne peut pas... Ouais. Voilà. Et à la fin, vous avez les autres produits qui sera la ligne un petit peu fourre-tout, c'est-à-dire ce qui restera de tout ce que vous n'avez pas pu identifier précédemment. Donc, il y aura par exemple des exportations de formation ou des ventes d'outils pédagogiques, des choses comme ça qui sont réellement, enfin directement liées à la réalisation de prestations de formation, mais qui ne ressortent pas des questions précédentes. Dans le bas de l'imprimé, on vous demande, donc ça, tout ceci est calculé sur le site, ça s'agrémente et vous avez les totaux qui sont calculés. La dernière ligne concerne la part du chiffre d'affaires que vous avez réalisé au titre de la formation professionnelle. Alors c'est une ligne qui est rarement, enfin pas souvent remplie, où il peut y avoir des manques là-dessus. On insiste pour que vous calculiez ce ratio. Si vous avez plusieurs activités, vous devez nous indiquer ici la part représentée par la formation professionnelle sur le total de votre activité. Si vous n'avez que une activité de formation professionnelle, vous mettrez 100%. Alors, on est sur le cadre des produits. Voilà. Donc, au regard des règles comptables, c'est l'achèvement de la prestation qui entraîne l'enregistrement dans les écritures comptables. Cela même avant l'apparition de flux financiers. Donc, on est sur une notion de comptabilité d'engagement. Vous avez réalisé une prestation de formation, vous avez eu une facture, elle doit apparaître effectivement dans votre bilan.
et dans le compte des produits, même si cette facture sera payée plus tard. Donc, dans votre comptabilité, sur ce principe-là, vous aurez dans les comptes des créances et des dettes qui apparaîtront. On est toujours sur le principe de réalisation de l'action, hein. C'est vraiment ce qui doit vous rester à l'esprit. Oui, on continue, oui. Ah oui, je vois que... Concernant les charges, le cadre est vraiment très léger. On vous demande le total des charges réalisées au titre de la formation professionnelle, donc à renseigner sur la première ligne, et on vous demande d'extraire deux types de dépenses qui sont, donc c'est juste une extraction, hein, qui intéresse plus particulièrement le service de contrôle. Donc, si vous avez eu des salaires de formateurs, voilà, donc là, on est sur le salaire formateur, donc ce sont des formateurs internes à votre structure, ou si vous avez eu des dépenses d'achat de prestations de services, donc vous avez sollicité d'autres organismes de formation pour réaliser vos prestations, et dans ce cas-là, vous aurez des dépenses ici. Donc le total de ces deux lignes, normalement, ne doit pas être le même que la première ligne. Vous avez d'autres dépenses, bien sûr, qui sont intervenues au-delà de ces achats ou de ces salaires versés. Donc, petit rappel hein, sur la notion de comptabilité d'engagement, hein. Donc, dès que vous avez une action réalisée, facture émise, vous l'indiquez dans l'enregistrement de vos charges, hein. C'est vraiment ce principe-là. Si cela, quelle que soit la date de paiement, si effectivement vous attendez la date du paiement effectif, vous n'êtes plus dans une comptabilité d'engagement, mais dans une comptabilité d'encaissement, ce qui ne nous convient pas. Alors, le bilan pédagogique et financier. Voilà un morceau intéressant. Vous allez indiquer donc dans le cadre E les personnels formateurs mobilisés. Dans le cadre F, on le verra un petit peu plus loin, les formations réalisées en compte propre. Et dans le cadre G, qui est le tout petit, ce sera les formations réalisées en sous-traitance d'un prestataire donneur d'ordre. Donc ça va intéresser une grande part de nos entreprises individuelles qui sont organismes de formation et très souvent sous-traitants. Donc le premier cadre qui concerne donc les personnels formateurs, on vous demande sur cette ligne d'identifier le nombre de personnes et les heures formateurs. Sur la première ligne, donc ce sont vos formateurs internes. Sur la deuxième ligne, ce sont les prestataires que vous avez sollicités pour réaliser les prestations. Une action de formation, vous avez un formateur qui a réalisé 5 heures de formation pédagogique. Vous avez un autre formateur interne, vous avez 2 salariés vous comptabiliserez le formateur une seule fois et vous ferez le cumul de ces heures de formation en face-à-face pédagogique à chaque fois qu'il est intervenu. C'est le principe. Le cadre F, vous avez un petit rappel, hein, c'est la présentation générale. Je pense qu'on va directement aller dans le déroulé des cadres. Donc là, on vous demande, tout à l'heure c'était les formateurs, là on est sur les stagiaires. Donc là aussi, vous indiquez le nombre de stagiaires. Exemple, alors vous avez un stagiaire qui suit plusieurs actions de formation différentes.
on est sur la notion de rattachement à une convention, donc qui doit être comptabilisée à chaque fois pour un, même si c'est quelqu'un qui est venu plusieurs fois, mais suivre une formation, mais cette formation, chaque formation a fait l'objet d'un conventionnement différent, il sera comptabilisé comme un stagiaire à chaque fois différent. Les heures stagiaires, donc là aussi, vous ferez un cumul, c'est-à-dire vous avez une action de formation qui dure 30 heures pour 8 stagiaires, donc 3 fois 8, 24, ça vous fera 240 heures stagiaires. Vous avez réalisé une autre action avec un seul stagiaire cette fois-ci, pour une action qui a duré 28 heures par exemple, ça fera 28 heures stagiaires que vous cumulerez donc avec les 240 heures stagiaires précédentes et ainsi de suite. Donc à chaque fois, il faut faire cet exercice. Ce qui veut dire que vous préparez ces données très en amont. Dès que la réalisation de l'action est faite, il faut commencer à isoler ces données pour pouvoir remplir le bilan pédagogique et financier suivant. Donc le cadre F1 identifie le type de stagiaire. Donc vous avez une première ligne qui concerne les salariés d'employeurs privés hors apprentis. Voilà. Il y a une notion d'origine des stagiaires en salariés d'employeurs privés, mais vous exclurez les apprentis, puisque la ligne B demande le recensement de tous les apprentis privés ou apprentis du secteur public. La ligne C concerne les demandeurs d'emploi, donc là ils sont clairement identifiés. La ligne D, les particuliers qui financent eux-mêmes tout ou partie de leur formation. Donc, ils ont normalement conclu avec vous un contrat de formation professionnelle avec des clauses particulières de protection du consommateur. Donc, ce sont ces personnes qui payent leur formation. Et par défaut, dans la ligne E, vous indiquerez tous les autres types de stagiaires que vous aurez reçus et qui ne ressortent pas des 4 lignes précédentes. Le cadre F2 identifie l'activité sous-traitée, donc celle que vous avez, dont vous aurez confié la réalisation à un sous-traitant. Donc cette ligne, c'est juste un détail du total précédent. Voilà, on vous demande juste d'identifier ces actions pour lesquelles vous avez appelé à sous-traitance. Après, vous avez un cadre qui identifie les objectifs des actions de formation. Donc, vous avez un premier gros bloc qui sont des actions diplômantes ou certifiantes. Que cette certification, que ces diplômes soient inscrits au RNCP ou au répertoire spécifique, ou encore des certifications qui ne seraient pas enregistrées sur ces deux registres. Et puis en ligne D, donc du cadre, vous aurez toutes les autres formations. Donc là encore, vous remplissez en fonction des données, et ce qui n'intervient pas dans la ligne précédente, vous les indiquez dans toute autre formation, c'est la ligne D. Donc là, on est sur les actions de formation. Après, vous avez la ligne E de ce cadre F3 qui concerne des bilans de compétences. Et vous avez la ligne F qui concerne les accompagnements VAE. Et là, vous avez fait le tour de l'ensemble, enfin des trois actions qui sont listées comme relevant du champ de la formation professionnelle. Le cadre F4 doit être le suivant. Ouais. Donc c'est la dépôt suivante. Au cadre G. Ah non, le cadre F4. Donc, ah oui, ce sont les spécialités de formation. Alors oui, on n'a pas de slide. Vous avez un cadre supplémentaire qui est les spécialités de formation dans votre bilan pédagogique et financier. Donc, vous indiquerez ici, toujours sur le même principe du nombre de stagiaires et d'heures stagiaires, les spécialités de formation. Donc, ce sont des spécialités codifiées par l'INSEE. Il y a une codification spécifique.
Alors qui peut être très précise, et si vous ne retrouvez pas dans les codes très précis ce que vous avez réalisé, parce que peut-être il y a plusieurs notions qui viennent se chevaucher dans une même action de formation, vous avez des codes de spécialité plurivalente ou pluritechnologique. Si vous avez un doute, vous indiquez le code correspondant à ces données plurivalentes. Voilà, ça nous conviendra tout à fait. Donc, la diapo suivante. Là, nous sommes sur le cadre G, donc qui va intéresser nos petits sous-traitants. Donc voilà, tous les cadres précédents, donc pédagogiques, hein, cadre pédagogique, les F précédents, vous n'avez pas à les remplir. Si vous êtes sous-traitant et uniquement sous-traitant, vous indiquerez sur cette seule ligne l'activité que vous avez réalisée pour le compte de donneur d'ordre. Donc le bilan pédagogique est très simple à remplir pour vous. Vous avez les produits, vous avez les charges, le pourcentage d'activité, vous indiquerez le nombre de formateurs, parce que même sous-traitant, vous pouvez peut-être avoir les salariés, et puis vous indiquez ici le nombre de prestations, enfin le nombre de stagiaires et de stagiaires réalisés. Vous avez à la fin donc l'engagement, hein, la personne qui a réalisé les prestations de la déclaration, et puis l'identité du dirigeant d'entreprise. Voilà, de façon à ce qu'on ait à jour ces données-là. Et vous aurez rempli votre bilan pédagogique et financier. Bonne chose de faite. Oui, là, vous serez en phase de soulagement. Très bien. Alors, on a dépassé un peu le timing. On va quand même, on a eu quelques questions. On va vous en remonter quelques-unes, hein. On va prendre vraiment deux, trois réponses, deux, trois questions, pardon, et après, je vous présenterai nos ressources et les contacts utiles justement pour trouver les réponses à vos questions. C'est ressorti un peu. Est-ce que les dépenses Calliope peuvent être comptées en tant que charges? Pour moi, non, parce qu'elles ne sont pas liées à la réalisation d'une action de prestation de formation. Le principe, c'est que vous avez un conventionnement. C'est vraiment le principe du bilan pédagogique et financier. Les données sont liées à des conventions ou des contrats. Donc, si c'est pas rattachable à une convention ou à un contrat, ce n'est pas Ok. exposé au titre de l'activité ou au titre de la réalisation d'une prestation de formation. C'est une prestation autre. Ok. Une question sur les financements OPCO. Si l'entreprise nous règle directement, mais se fait rembourser par son OPCO, est-ce que cela change notre façon de remplir? Est-ce qu'on doit bien rester sur le cadre entreprise pour la formation de leurs salariés? La question que vous devez vous poser, c'est qui m'a payé? Si c'est l'entreprise qui vous a payé, vous l'indiquez sur la première ligne. S'il y a eu subrogation et que c'est un OPCO, vous l'indiquez sur la ligne qui correspond suivante. S'il y a une prise en charge partielle, toujours le même principe. Il y a une part qui est prise par l'OPCO, elle est indiquée ici. Elle est prise par l'entreprise ou elle est supportée directement par l'entreprise. Cette part sera indiquée sur la première ligne. Qui me paye? C'est la question Très à bien. se poser. Une autre petite question, est-ce que les intervenants extérieurs payés à la vacation sont à renseigner dans le cadre A, sur la ligne formateur ou l'autre cadre? Les vacataires. Alors, les vacataires, ils ont un contrat de travail, donc ils sont salariés, donc c'est la première ligne. Très bien. Là, une question. Excuse-moi, Yves, il y a ton micro. Excusez-moi. Yves, est-ce que tu peux couper ton micro? Merci beaucoup, désolée. Là, c'est une histoire de chevauchement, justement, de formation à cheval sur 2 années. Dans le cas d'une formation à cheval entre 2025 et 2026, sont pris en compte uniquement les journées réalisées sur 2025 ou doit-on prendre en compte la date de signature de la convention engagement ou la facture quand l'action est terminée? Non, principe d'engagement, donc facture émise.
prestation réalisée, une facture est émise. À partir de cette facture émise, vous indiquez les données correspondantes. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair comme réponse. Donc là, sont prises en compte uniquement les journées réalisées sur 2025, mais donc là, Non, c'est non, pas OK. 2025, ça sera en fonction de la facture émise. D'accord, très bien. Ou la facture quand S'il y l'action a est plusieurs terminée. factures d'émise, ben voilà, vous séquencerez et puis puisqu'il y a un enregistrement en comptabilité au fil de l'eau chronologique, voilà, facture émise, enregistrée et hop, ça rentre dans le. Il faut qu'il y ait une cohérence entre les éléments comptables et puis la déclaration du bilan. Donc la date d'émission, la date d'engagement comptable est à prendre en compte dans ce cas-là. Une autre question, est-ce que les frais de dossier et les frais de certification sont-ils à mettre dans la ligne 11, autres produits au titre de la formation professionnelle? Frais de dossier, oui, ils sont liés à la réalisation d'une action de formation. Attention, pas de frais de dossier si on est dans le cadre de l'apprentissage, hein, qui est gratuit. Donc, attention à ne pas mettre de frais de dossier et surtout à ne pas demander de frais de dossier. Ça ferait l'objet de reversement. Voilà, donc oui, oui, c'est lié à la Et les frais réalisation de de l'action. certification? Bah, les frais de certification, on en a parlé tout à l'heure avec Calliope, je pense que c'est la même notion. Peut-être expliciter ce qu'on entend Ouais. par certification, parce que c'est Oui, un tout à terme fait. qui recouvre plusieurs situations. Est-ce que c'est la certification de l'organisme ou est-ce que c'est le dépôt d'un diplôme ou d'un titre qui fait l'objet Oui, ou d'une une certification? Oui, certification COFAC, ou je ne sais oui, pas, enfin de qualité, de oui. choses encore au-delà de Calliope ou différentes. Je ne sais pas exactement. Et on nous pose la question des subventions d'investissement. Où est-ce que ça peut rentrer? Dans quelle case, Bonne question. messieurs? C'est dans les immobilisations. Oui, la subvention, elle n'est pas liée à la réalisation d'une prestation de formation, hein. Ça dépend comment c'est une subvention de fonctionnement. C'est une question spécifique, ça dépend un Oui, petit peu de l'origine, hein, de la subvention. Qu'est-ce qu'on entend par subvention derrière? très bien. Ouais. Difficile de Oui, répondre là, sur son. Et là, c'est un c'est un question produit lié à la formation. d'un micro-entrepreneur. Faut-il rassembler nos différentes dépenses, les factures d'achat? Rassembler. Rass- Ou est-ce qu'il est nécessaire Non, de produire les documents lorsque vous déclarez votre BPF? non, De non, non. fournir les documents? Ils doivent être conservés, bien sûr, en cas de contrôle, hein, puisqu'on peut revenir 3 années en arrière en cas de contrôle, et encore 3 années, plus l'année en cours jusqu'à l'émission de notre rapport de contrôle. Donc, potentiellement, c'est 4 années. Donc, bien sûr, conserver toutes les factures afférentes à la prestation, enfin, la réalisation de prestations, hein, y compris dans le temps. Ce n'est qu'en cas de contrôle. Ça va vous être utile pour rédiger et remplir votre BPF. Conservez-les, et puisque vous les aurez classés pour remplir le BPF, conservez-les sous cette forme, peut-être, mais vous n'avez pas à les déposer, puisque le document est déclaratif. Oui, oui, puis les déclaratifs sur la banque MAF, donc voilà, c'est à conserver effectivement. Très bien. Et une question. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Il est 11h15. Je ne veux pas non plus Mhm. trop voilà, anticiper sur le temps. Est-ce que vous pouvez mettre la slide qui va suivre? Bien sûr, C'est sur justement c'est importante. nos ressources et nos contacts utiles. Alors, en ce qui concerne Cap Métier, je vous invite à aller surfer sur notre nouveau site, hein. Il a fait peau neuve depuis quelques mois. Donc, je vous ai mis le lien sur la slide. Donc, notre nouveau portail destiné aux professionnels. Il y a aussi un portail destiné au grand public. Vous pouvez aller consulter notre dossier thématique organisme de formation, avec tout un sujet, beaucoup de thématiques sur l'actualité, sur les
pratiques pédagogiques, sur la réglementation. Il y a également nos fiches techniques, nos fiches juridiques. Je vous invite également à aller consulter notre guide pratique à destination des OF, qui date de 2022, mais qui va bientôt être refondu et réactualisé sous forme de fiches thématiques, hein, sous forme de fiches pratiques. Également, je vous invite à aller regarder nos publications de notre observatoire, donc de Cap Métiers, qui vient notamment de publier un document sur les métiers de la formation en Nouvelle-Aquitaine 2026. C'est une photographie un petit peu de de tout l'appareil de formation en Nouvelle-Aquitaine. C'est très intéressant. Et donc, nous avons mis en ligne une foire aux questions sur les démarches BPF. Donc, si vous avez encore des questions en suspens, n'hésitez pas à aller consulter notre foire aux questions. Et donc cette foire aux questions, si vous n'avez pas trouvé votre réponse, nous avons à disposition un service d'appui BPF, donc vous pouvez nous contacter par mail à assistance-futursof capmetier.pro, pardon. Et ensuite, je vous avais parlé tout à l'heure de parcours pro, donc je vous ai mis le lien, le programme de professionnalisation pour les acteurs de la formation. Également, je vous ai mis le mail institutionnel de la DRETS. Et également, la boîte assistance, si vous avez des difficultés pour, accéder à la plateforme MAF, notamment des problématiques de code d'activation, de code responsable des accès, mais également des problèmes techniques d'accès à la plateforme, vous pouvez contacter cette plateforme d'assistance. Eh bien, et tout en bas du slide, je vous ai mis les essentiels, hein, le CERFA, la notice pour vous aider à déclarer votre BPF, la plateforme MAF, le guide de télédéclaration BPF et également l'assistance technique. Voilà pour toutes nos ressources et nos contacts utiles. Donc n'hésitez pas, je vais de toute façon vous envoyer à la fin de ce webinaire ce support de présentation avec tous les liens qui vous renverront sur nos documents et les accès. Je vous remercie également. Vous m'entendez? Oui, Oui, oui. oui. Oui, très bien. Excusez. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Merci beaucoup à Laure Medjani, Jean-Marc de Sable et Fabienne Le Guern d'avoir répondu aux questions et de nous avoir fait cette présentation. Est-ce que Laure, vous voulez dire un dernier mot? Oh, j'avais pas forcément prévu. En tout cas, je vous remercie Très bien. et pour l'organisation et je remercie tous les participants parce que c'est un effort louable de consacrer quand même ce temps à se renseigner et les questions que vous avez posées ont permis aussi je pense, d'apporter à tous. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous enverrai également le replay du webinaire quand il sera en ligne et sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup. Bonne journée.